Il sortait d'une réunion avec de potentiels partenaires commerciaux, et l'esprit de Marjorie rejouait, chaque instant amer. Là, à la table des négociations, elle avait salué chaleureusement deux hommes. Son attitude professionnelle masquait son excitation, tandis qu'elle expliquait que les contrats étaient prêts à être signés. Elle voulait s'assurer que toutes les conditions étaient satisfaisantes. Elle s'était arrangée pour que Byron les rencontre au préalable, afin qu'il puisse leur expliquer les subtilités. Lorsque Marjorie proposa de détailler les termes finaux avec les partenaires, ils parurent perplexes. L'un d'eux fit remarquer: « Nous avons déjà discuté des conditions avec votre mari. Y avait-il autre chose à aborder ?» Marjorie conserva son sang-froid, expliquant avec douceur que Byron était censé les familiariser avec les détails et confirmer la nature mutuellement bénéfique de cet accord. Elle savait à quel point ce contrat était crucial pour l'avenir de l'entreprise. Il représentait des mois de son travail acharné. Tout semblait certain, et les hommes paraissaient prêts à signer. Elle les invita poliment à soulever leurs dernières préoccupations, espérant qu'ils ne trouveraient rien à redire. Cependant, Byron restait assis en silence, feignant que la conversation ne le concernait pas. Déconcertée par sa passivité, elle s'adressa directement à lui, demandant: « Pourquoi es-tu si silencieux ?» Son ton trahissait une frustration croissante. « Soudain, Byron explosa. Nous ne signerons pas ce contrat. » La tension dans la pièce monta d'un cran. La mâchoire de Marjorie se serra tandis qu'elle essayait d'assimiler ses paroles. « Nous ne signerons pas » répéta-t-elle, stupéfaite. « Mais nous étions d'accord que ce contrat sauverait notre entreprise. Tu devais finaliser les détails. » Byron, évitant son regard, insista sur le fait que les conditions proposées n'étaient plus avantageuses. Il considérait ce partenariat comme une impasse. Sans plus de discussion, les deux hommes se levèrent et échangèrent de brefs mots d'adieu. Ils suggérèrent à Marjorie et Byron de résoudre leurs désaccords apparents avant de programmer de nouvelles négociations. Incrédule, Marjorie les regarda sortir. Une fois partis, la colère de Marjorie monta. Elle confronta Byron, exigeant une explication pour son revirement soudain. « Nous avons préparé cela pendant des mois », lui rappela-t-elle. « Tu n'avais pas le droit de rejeter l'ensemble de l'accord sans m'en parler. » La réponse de Byron fut sèche. « Je ne discute pas de ça maintenant. » Son attitude dédaigneuse la blessa. Exaspérée, elle accepta à contre-cœur de quitter le bureau et de poursuivre leur conversation à la maison, mais l'avertit qu'ils n'échapperaient pas à ses responsabilités. Lorsqu'ils atteignirent leur appartement, Marjorie se sentit vaincue. Elle se versa un verre d'eau, enfila une robe de chambre et se prépara à une confrontation qu'elle redoutait. Byron la coinça dans le salon. « Il faut qu'on parle » dit-il d'un ton sec. Marjorie fronça les sourcils, épuisée. Elle lui dit qu'elle en avait assez pour la journée. Le contrat, qui avait été l'aboutissement de tous ses efforts, était ruiné. Elle prévoyait de faire le bilan de leurs pertes financières le lendemain matin. « Ça ne peut pas attendre » insista-t-il. L'irritation la gagna. « Oh, alors maintenant tu veux discuter de l'humiliation flagrante que tu m'as infligée? Très bien, mais ne viens pas me dire que je ne suis qu'une femme qui ne comprend rien aux affaires. J'ai prouvé le contraire. Je n'ai jamais pris une seule décision sans en peser toutes les conséquences possibles. » Byron resta glacial, répétant que l'arrangement était simplement une mauvaise affaire. « Je ne suis pas là pour m'excuser, » lui dit-il. « J'ai fait mon choix. C'est tout. » Elle se demanda à voix haute pourquoi il avait dissimulé ses doutes sur l'accord. À peine une semaine plus tôt, il refusait d'agir sans son avis, s'accrochant à chacune de ses suggestions. Maintenant, il avait réduit à néant des mois de ses efforts. La soudaineté la déconcerta, mais il n'offrit aucune justification réelle. « Je ne te dois aucune explication, » dit-il, la voix tendue. « C'est une affaire d'entreprise. J'ai changé d'avis, et nous trouverons de nouveaux partenaires. » Marjorie sentit la morsura de la trahison. Marjorie avait peine à croire à son dédain. Elle lui rappela qu'ils étaient partenaires dans la vie et dans les affaires, ce qui signifiait qu'elle avait parfaitement le droit de connaître ses raisons. Elle avait mis toute son âme à bâtir leur entreprise à partir de rien, sans jamais négliger ses devoirs. Ses décisions soudaines et unilatérales la faisaient paraître ridicule devant les investisseurs qu'elle avait courtisés. Il la coupa. Les avantages étaient inexistants, et le risque trop élevé, affirma-t-il. « Je pensais à l'entreprise, pas à ta réputation. Les conditions ne valaient rien. » Elle protesta qu'il aurait dû le lui dire plus tôt, mais il ne voulut rien entendre.
Son rejet catégorique lui rappela une mise en garde de sa mère, des années auparavant, juste après que les Byron eurent décidé de lancer leur entreprise. Elle avait partagé la joyeuse nouvelle, pour se heurter au doux scepticisme de sa mère. Ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier. Enregistre-la, aux deux noms. Garde quelque chose qui t'appartienne uniquement. Marjorie avait ri des avertissements de sa mère, certaine de l'amour indéfectible de Byron. Il me fait confiance, avait-elle insisté à l'époque. Nous formons une équipe. Sa mère avait soupiré doucement, se contentant de la mettre en garde. Les hommes considèrent souvent les femmes comme incompétentes. Sois prudent. Maintenant, les paroles de sa mère lui semblaient terriblement prophétiques. Elle sortit de ses souvenirs lorsque Byron parla. Il ne s'agit plus du contrat, dit-il avec un calme troublant. Nos vies vont changer à partir de demain. Elle sentit son estomac se nouer. Parle clairement, exigea-t-elle. Assez d'énigmes. Il annonça la nouvelle comme s'il discutait d'une banale mise à jour commerciale. Il avait rencontré quelqu'un d'autre, et ils étaient ensemble depuis un certain temps. Marjorie S.E. Figia, look her batten lachamad. J'espère que tu ne feras pas de scène, continua-t-il. Nous sommes adultes, et ces choses arrivent. Mari et femme peuvent s'éloigner. Elle déglutit, essayant de rester calme, mais la douleur et la colère menaçaient de la submerger. Son infidélité ne l'avait pas entièrement surprise. Au fond d'elle, elle sentait cette distance depuis un certain temps. Néanmoins, l'entendre le confirmer brisa les dernières illusions qui lui restaient. Elle lutta pour garder une voix stable, suggérant qu'il pourrait s'agir d'une brève aventure et qu'il retrouverait ensuite la raison. C'était, après tout, ce que des amis avaient murmuré au fil des ans. Les hommes s'égarent, mais ils rentrent généralement à la maison. Les mots suivants de Byron furent un coup de poignard en plein cœur. « Alina a eu mon fils, déclara-t-il. Un fils, Marjorie. Tu sais à quel point c'est important pour moi. » Elle le regarda fixement, les larmes aux yeux, tandis que le poids de la nouvelle s'installait. Marjorie lui rappela qu'ils avaient convenu de ne pas avoir d'enfants. Ils avaient partagé 10 années apparemment épanouissantes, du moins le croyait-elle. Maintenant, il rejetait toute cette vie comme si elle n'avait plus d'importance. Il balaya d'un revers de main toute mention de leur amour passé. « Nous étions jeunes, dit-il froidement, et maintenant tout est différent. Mais nous avons construit notre maison et notre entreprise ensemble, plaida-t-elle. Rien de tout cela ne compte. » Son silence en disait long. Sentant le sol se dérober sous ses pieds, elle tenta une dernière fois. « Tu ne réalises pas ce que tu gâches, » lui dit-elle. « Nous avons parcouru tant de chemins, côte à côte. » Byron insista sur le fait qu'il était passé à autre chose. Il voulait quelque chose de nouveau. Avant qu'elle ne puisse protester à nouveau, il lui asséna un autre coup terrible. Il ne partirait pas. C'était elle qui devait partir. Marjorie secoua la tête, incapable de croire à la cruauté de cette exigence. « Où irais-je » demanda-t-elle. D'une voix chevrotante, il répondit sèchement qu'il avait besoin de l'appartement pour sa nouvelle famille. Elle fit remarquer qu'il l'avait acheté conjointement, mais il haussa les épaules, indifférent. « J'ai besoin d'une maison pour Alina et mon enfant, » déclara-t-il. « Tu devras trouver un autre endroit. » Son ton avait l'autorité d'un verdict final. Indignée, Marjorie lui rappela que l'appartement leur appartenait à tous les deux. S'il voulait y vivre avec quelqu'un d'autre, il pouvait racheter sa part. Cependant, elle avait besoin de temps pour déménager. Il ignora ses avertissements, révélant qu'il avait déjà demandé le divorce. Avec un rire méprisant, Byron déclara qu'il changerait les serrures si elle s'attardait. L'homme qui se tenait devant elle ne ressemblait guère au mari qu'elle avait autrefois chéri. Elle refusa de le laisser voir ses larmes. Dès qu'il s'éloigna, elle s'effondra sur une chaise, le souffle court, réalisant qu'elle devait agir vite. Se ressaisissant, elle se souvint des documents essentiels enfermés dans le bureau de Byron. S'il avait l'intention de l'évincer, elle avait besoin de preuves de son investissement et de la copropriété. Se déplaçant silencieusement, elle essaya la combinaison du coffre-fort, celle qu'elle avait mémorisée il y a longtemps. Le soulagement l'envahit lorsque la serrure céda. À l'intérieur se trouvaient les titres de propriété de la maison d'été, de l'appartement et des voitures. « Tu ne me jetteras pas dehors sans te battre, » murmura-t-elle, déterminée. Elle glissa soigneusement les documents dans un dossier et balaya le bureau du regard. Apercevant quelques antiquités auxquelles elle tenait, elle décida de les emporter. Une cafetière en laiton, un moulin à café ancien et quelques œuvres d'art.
Elle descendit sur la pointe des pieds pour charger sa voiture d'objets de valeur. Un pincement au cœur la saisit en manipulant des objets qui symbolisaient autrefois leur vie commune. Mais il n'y avait pas de temps pour les sentiments. Elle avait jusqu'au matin, sinon Byron se débarrasserait de tout ce qu'elle possédait. De retour à l'étage, elle commença à faire ses valises. Les heures passèrent, et à 3 heures du matin, elle ouvrit brusquement la porte de la chambre, surprenant Byron dans son sommeil. Furieux, il exigea de savoir pourquoi elle le dérangeait. Elle lui rappela son ultimatum. Ses affaires devaient avoir disparu avant l'aube. S'il voulait qu'elle parte, alors elle exécuterait son ordre immédiatement. Byron resta au lit, se plaignant que son remue-ménage l'empêcherait de dormir. Elle rétorqua que son bébé qui allait bientôt arriver le tiendrait de toute façon éveillé. Chaque vêtement qu'elle pliait évoquait un souvenir. Des robes qu'il avait choisies. Des costumes qu'ils avaient achetés pour des réunions d'affaires communes. L'ombre des larmes menaça, mais elle les refoula. Lorsque ses valises furent enfin pleines, elle les traîna jusqu'à la voiture. Épuisée, elle s'effondra sur le canapé du salon, espérant grappiller une heure de repos. Le sommeil la fuyait. Des images de trahison tourbillonnaient dans son esprit. Le matin approchait, et elle savait qu'elle devait affronter la bataille du jour. Son premier objectif était de récupérer des documents cruciaux du bureau. Elle arriva tôt, saluant le gardien de sécurité avec un sourire confiant. Cependant, il lui bloqua l'entrée, bredouillant des excuses. Byron l'avait menacé de le renvoyer s'il la laissait entrer. Elle vit le malaise du gardien et céda, ne voulant pas faire de scène. Elle lui offrit un signe de tête compréhensif, réalisant que Byron n'était pas dupe. Il avait anticipé sa manœuvre. Les mains vides et frustrées, elle retourna à sa voiture. Il était temps de chercher une aide juridique. Elle se souvint avoir entendu parler d'un avocat civil de premier plan, Alexander Fenwick, connu pour traiter les litiges de biens matrimoniaux les plus complexes. Rassemblant son courage, elle téléphona au cabinet de Fenwick, s'attendant à moitié à une longue attente. À sa surprise, sa secrétaire lui dit qu'il était disponible immédiatement en raison d'une annulation. Marjorie ne perdit pas de temps et se rendit directement sur place. Elle se retrouva dans un bureau élégant, méticuleusement organisé, qui reflétait l'homme lui-même. Fenwick, un professionnel raffiné d'une quarantaine d'années, respirait la confiance et l'intelligence. Au début, il leva à peine les yeux, absorbé par des papiers. Finalement, il lui fit signe de parler. Marjorie, sentant une pointe de nervosité, expliqua sa situation. Un mariage de 10 ans, une entreprise construite ensemble, et maintenant l'abandon pour une femme plus jeune qui avait donné un fils à Byron. Alexander écouta attentivement, demandant si Marjorie voulait se réconcilier avec son mari. Elle le nia fermement. Elle insista sur le fait qu'elle ne cherchait qu'un partage équitable des biens, rien de plus. Discrètement, elle lui tendit un dossier de documents à examiner. Il les étudia, levant occasionnellement les yeux avec une expression mesurée. Marjorie craignit qu'il ne la juge, mais il la surprit en louant sa prévoyance d'avoir rassemblé des preuves. Il expliqua la clarté de la loi. Les biens acquis pendant le mariage seraient généralement partagés à parts égales. Néanmoins, elle admit que Byron l'avait empêché d'accéder au bureau et aurait pu falsifier certains documents dans son dos. Alexander fut franc. Dans des circonstances normales, votre cas est simple. Mais votre mari est rusé. Il pourrait tenter de manipuler les registres ou prétendre que vous avez renoncé à vos droits. Marjorie avoua qu'elle signait souvent des papiers qu'il lui donnait sans les lire, lui faisant entièrement confiance. Alexander grimaça à cette nouvelle, mais ne la gronda pas. Au lieu de cela, il la rassura en lui disant qu'il poursuivrait la justice, même si cela pouvait devenir un processus long et éprouvant. Il expliqua ses honoraires élevés, qu'elle accepta volontiers de couvrir. Elle voulait simplement sa part légitime. Byron avait commencé ce qu'elle considérait comme une guerre personnelle contre elle, et elle avait l'intention de se battre. Préoccupée par le bien-être immédiat de Marjorie, Alexander lui demanda si elle avait un endroit où loger. Elle admit qu'elle ne savait pas où aller cette nuit-là. Il lui tendit les clés d'un petit appartement inoccupé qu'il possédait, lui disant qu'elle pouvait y résider temporairement. Surprise par une telle générosité, elle tenta de refuser, ne voulant pas s'imposer. Mais Alexander fut ferme. Elle était sa cliente, et il avait bien l'intention de la savoir en sécurité et à l'aise. À contre-cœur, elle accepta. Avant de se séparer, ils rédigèrent et signèrent les documents nécessaires pour entamer la procédure judiciaire.
Marjorie se sentit à la fois épuisée et étrangement soulagée. Tard dans l'après-midi, elle arriva à l'adresse fournie par Alexander. En ouvrant la porte, elle fut surprise par l'atmosphère accueillante. Tout était rangé, bien meublé et tranquille. Elle opta pour un bain chaud, laissant l'eau tiède apaiser ses muscles tendus. Peu après, sa livraison de nourriture arriva. Elle réalisa qu'elle était affamée, n'ayant pratiquement rien mangé de la journée. Après avoir dévoré son repas, elle se glissa dans son lit, avec l'intention de reposer seulement ses yeux. Mais son esprit et son corps, épuisés par les récents troubles, sombrèrent dans un sommeil profond et sans rêve. Pendant quelques précieuses heures, elle fut libérée de l'agonie de la trahison. La nuit était tombée lorsqu'elle s'agita. Se sentant plus calme, Marjorie résolut de voir si Byron s'était adouci. Peut-être avait-il agi sous le coup de la colère. Elle enfila des vêtements propres et retourna à l'appartement qu'ils partageaient autrefois. Les fenêtres de l'immeuble étaient éclairées, suggérant que quelqu'un était à l'intérieur. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle essaya sa clé. Elle n'entrait pas. Il avait déjà changé les serrures. Refusant d'abandonner, elle sonna à plusieurs reprises à la porte. Après un long silence, la porte s'ouvrit, révélant une jeune femme blonde, Alina. Elle se tenait là dans une robe de chambre suggestive, une cigarette à la main, et un ricanement sans équivoque. Marjorie se présenta calmement, demandant à parler à Byron. La femme l'informa froidement qu'il était sorti et ne montra aucune intention de la laisser entrer. Alina insista sur le fait qu'elle était devenue la nouvelle maîtresse de maison, indiquant clairement que la présence de Marjorie n'était pas la bienvenue. Lorsque Marjorie souligna qu'elle était toujours copropriétaire des lieux, Alina haussa les épaules, se moquant d'elle avec un rire dédaigné. « Byron ne veut pas de toi », déclara-t-elle sèchement. Tentant de rester courtoise, Marjorie insista pour savoir où se trouvait Byron. Mais Alina se contenta de ricaner. Finalement, Marjorie tourna les talons, non sans avoir averti que personne ne pouvait effacer ses droits aussi facilement. De retour dans l'appartement de secours d'Alexander, Marjorie ressentit un immense sentiment de solitude. Le lendemain matin, elle fut réveillée par la sonnerie de son téléphone. Alexander annonça qu'il avait déposé toutes les requêtes nécessaires et que la première audience était prévue pour la semaine suivante. Il la prévint de s'attendre à des retards. Byron pourrait essayer diverses tactiques pour gagner du temps. Les jours se transformèrent en un brouillard tandis que Marjorie oscillait entre espoir et désespoir. La date du tribunal arriva. Elle s'habilla soigneusement et rencontra Alexander au palais de justice, se préparant à voir Byron. Mais il n'apparut pas, incitant le juge à reporter l'audience. Une vague de frustration et de fatigue la submergea. À l'extérieur de la salle d'audience, Alexander la rassura en lui disant que Byron ne pourrait éviter la procédure judiciaire indéfiniment. Il lui conseilla de se reposer et peut-être de faire un court voyage. « Quand avez-vous pris des vacances pour la dernière fois » demanda-t-il doucement. Elle soupira, se rappelant comment elle et Byron avaient prévu une escapade. Maintenant, cela semblait appartenir à une autre vie. Pourtant, Alexander avait raison. Elle était mentalement et physiquement épuisée. Pendant le week-end, elle rendit visite à une amie en dehors de la ville, laissant son esprit vagabonder loin des avocats, des documents et des chagrins d'amour. Pourtant, elle se sentait mal à l'aise à l'idée de ce que Byron pourrait manigancer en son absence. Lors de l'audience suivante, Alexander lui dit que Byron s'était enfin présenté. Le soulagement se mêla à l'appréhension lorsque le juge ouvrit la séance. L'avocat de Marjorie présenta un bref aperçu, soulignant que l'appartement et la maison de campagne étaient manifestement des biens matrimoniaux. Byron, calme au début, déclara au tribunal qu'il ne voyait aucune raison de renoncer à quoi que ce soit. Il avait une nouvelle famille. Marjorie, selon lui, n'avait besoin d'aucune propriété. Le juge trancha net ses appels émotionnels, lui rappelant la loi. Les biens acquis pendant le mariage doivent être partagés. Byron présenta alors un document affirmant que Marjorie lui avait volontairement transféré sa part de l'entreprise. Marjorie se leva d'un bond, incrédule. « Je ne signerai jamais une telle chose », insista-t-elle. Pourtant, l'avocat de Byron brandit un papier, avec sa signature. Byron insista sur son authenticité. Elle a signé cela de son plein gré. Puis j'ai nommé mon ami Gideon comme copropriétaire. Stupéfaite, Marjorie l'accusa d'avoir falsifié sa signature ou de l'avoir trompé en lui faisant signer quelque chose déguisé en un autre formulaire. Le juge, méfiant face aux affirmations contradictoires,
accéda à la demande d'Alexander pour une expertise graphologique. Byron se plaignit véhémentement, exigeant que Marjorie soit condamnée à une amende pour l'avoir insultée. Le juge avertit les deux parties de maintenir l'ordre. Marjorie a partit, l'esprit ébranlé. Après l'ajournement du tribunal, Byron la coinça avec un sourire narquois. « Tu ne prouveras jamais rien, siffla-t-il. Tu auras peut-être l'appartement, mais tu ne toucheras pas à l'entreprise. Je ferai traîner ça indéfiniment. » Marjorie sentit son cœur se serrer. Elle craignait que même si les documents étaient suspects, sa signature puisse être authentique, obtenue par tromperie parmi les innombrables papiers que Byron lui donnait autrefois. Alexander tenta de la réconforter, mais elle se sentait responsable d'avoir fait si aveuglément confiance à Byron. Elle pouvait à peine comprendre une telle trahison. Leur rêve commun, une entreprise fondée sur le partenariat et l'amour, s'était transformé en l'arme de Byron contre elle. Plus tard, Alexander proposa un café dans un établissement voisin, voulant discuter de stratégie. Marjorie avoua une fatigue croissante. Peut-être, songeait-elle, devrait-elle renoncer à sa part de l'entreprise. Elle partirait avec le règlement de la propriété et continuerait sa vie. Alexander hésita. En tant qu'avocat, il était prêt à se battre, mais sentait sa fatigue. Elle lui dit que construire quelque chose de nouveau pourrait être moins douloureux que de lutter contre Byron au tribunal. Bien qu'elle ait perdu foi en la possibilité de récupérer un jour sa part, elle jura qu'elle ne romprait pas et ne laisserait pas Byron la voir s'effondrer. Il devait y avoir une autre voie. Alexander posa doucement sa main sur la sienne, l'assurant qu'elle détenait le pouvoir de décider jusqu'où pousser cette bataille. Il se tiendrait à ses côtés quoi qu'il arrive. Mais à ce moment précis, il admit qu'il y avait plus à la traîtrise de Byron. Il expliqua soigneusement que Byron répandait des rumeurs malveillantes, des mensonges selon lesquels Marjorie avait été infidèle il y a longtemps, qu'elle avait avorté pour cacher une grossesse d'un autre homme, se rendant ainsi stérile. Consternée, elle balbutia son innocence. Elle n'avait jamais été enceinte, et aucun médecin ne lui avait jamais diagnostiqué d'infertilité. La cruauté lui coupa le souffle. Byron était déterminé à détruire sa réputation. Alors qu'Alexander divulguait ces rumeurs, Marjorie se sentit envahie par la colère, la douleur et une clarté inattendue. Cela dépassait le partage des biens ou le sabotage de l'entreprise. Byron visait à ternir complètement son nom. Sans crier gare, elle se pencha et embrassa Alexander. Il recula, gentiment surpris, lui demandant si elle allait bien. Reprenant son souffle, elle sourit tristement et le remercia d'avoir mis en lumière les profondeurs de la dépravation de Byron. Elle jura de ne pas laisser les mensonges de Byron subsister. Elle avait un plan, bien qu'elle ne l'ait pas entièrement révélé à Alexander. Elle dit simplement qu'elle avait l'intention de rencontrer Byron une dernière fois, selon ses propres conditions. Cette nuit-là, Marjorie retourna dans l'appartement de secours d'Alexander et fouilla dans ses papiers. Elle trouva un certain dossier et en examina le contenu, des résultats d'analyse médicale datant d'il y a des années. Son expression devint résolue. Après un instant, elle appela Byron, insistant pour qu'ils se rencontrent en privé. Il parut agacé, convaincu qu'elle allait le supplier pour sa part de l'entreprise. Elle resta calme, lui disant qu'il voudrait entendre cela. À la fin de l'appel, il accepta, bien que soupçonnant clairement une manœuvre émotionnelle. Marjorie mit fin à la conversation sans plus d'explication. Elle se coucha ensuite, l'esprit préparé à la confrontation à venir. Ils se rencontrèrent le lendemain dans un petit parc sous des lilas, où ils avaient l'habitude de s'asseoir à une époque plus simple. Byron arriva, ricanant qu'elle avait choisi un endroit sentimental pour le reconquérir. Elle ne répondit rien, lui faisant simplement signe de s'asseoir. Il refusa, et elle commença calmement. « Je ne suis pas ici pour raviver quoi que ce soit. Tu as clairement défini ta nouvelle vie, et je ne me mettrai pas en travers de ton chemin. Mais je veux que tu aies ça. » Elle tendit le dossier. Il parut méfiant, mais elle le posa sur le banc. « C'est de la clinique de fertilité que nous avons visitée il y a 5 ans. » Le front de Byron se plissa. Il se souvenait des tests. Les médecins avaient conclu que Marjorie était la raison pour laquelle il n'avait pas d'enfant. Il la foudroya du regard, plein de ressentiment. Elle lui dit la vérité. Elle n'en avait jamais été la cause. Ses résultats de tests prouvaient qu'il était stérile. Elle avoua qu'elle avait convaincu les médecins de déguiser la réalité pour protéger sa fierté. Déconcerté, Byron insista sur le fait que cela ne pouvait pas être vrai,
citant l'enfant d'Alina. Marjorie se contenta de hausser les épaules. « Vérifie les dossiers de la clinique, conseilla-t-elle. C'est ton problème, pas le mien. C'est tout ce que j'avais à dire. » Se levant, elle le laissa là, le dossier non ouvert, une tempête faisant rage dans ses yeux. Une fois seul, Byron se débattit avec les papiers, scrutant chaque ligne. L'angoisse tordit ses traits tandis qu'il tombait sur la preuve choquante. Il était, en fait, stérile. Des années à blâmer Marjorie pour leur mariage sans enfant s'effondrèrent en poussière. Il se souvint comment la grossesse d'Alina avait semblé réaliser son rêve paternel. Maintenant, ce rêve était exposé comme un mensonge. Il erra dans le parc, confus, remarquant à peine le temps qui passait. La rage, le regret et la honte bouillonnaient en lui. Finalement, il rassembla les pages éparpillées et se traîna jusqu'à sa voiture. Il conduisit sans but jusqu'à ce qu'il voie les néons d'un bar, où il chercha l'engourdissement dans l'alcool. À l'intérieur du bar faiblement éclairé, Byron commanda whisky sur whisky, marmonnant au barman comment il avait découvert qu'il n'était pas un homme. Le barman suggéra doucement l'adoption, mais Byron se moqua de l'idée. Il pestait contre la noblesse de sa femme à mentir pour l'épargner, et la tromperie de sa maîtresse à lui fournir un soi-disant fils. Il se traita d'imbécile, avouant qu'il avait piétiné son mariage, pour un enfant qui n'était même pas le sien. Ses mots s'empâtèrent tandis qu'il lançait des jurons aux deux femmes, et à lui-même. Finalement, il jeta assez d'argent sur le comptoir pour payer son addition et sortit en titubant. Lorsqu'il atteignit son appartement, le ressentiment et le désespoir s'étaient cristallisés en une froide résolution. Il martela la porte. Alina ouvrit, les yeux écarquillés d'alarme. Il était visiblement ivre et d'humeur sombre. Il la confronta avec une intensité brute, exigeant de savoir de qui elle avait porté l'enfant. Essayant de le faire taire, elle lui rappela que leur bébé dormait. Byron la traîna dans le salon. Lorsqu'elle tenta de le calmer, il gronda qu'il savait maintenant qu'il était stérile. Les yeux d'Alina s'arrondirent de peur. Il l'accusa d'avoir menti depuis le début, lui refilant l'enfant d'un autre homme. Tremblante de peur, Alina tenta de l'apaiser, insistant sur le fait que le bébé était le sien. Mais Byron refusa d'écouter. « Aïe Ragia, je t'aimais. Je croyais que tu m'avais donné un fils. » Prise dans ses propres contradictions, Alina vacilla, puis avoua que Romy n'était pas de lui. Elle avait vu une opportunité, pensant que Byron ne découvrirait jamais la vérité. Son désespoir d'assurer une vie meilleure l'avait conduite à faire passer l'enfant d'un autre homme pour l'héritier de Byron. Byron la regarda en silence, furieux, le cœur brisé gravé sur ses traits. Finalement, d'une voix tremblante, il déclara qu'il voulait qu'elle et le bébé partent. Il lui donna jusqu'au matin pour quitter définitivement l'appartement. Il promit un peu d'argent pour que leur enfant innocent ne souffre pas de sa tromperie. Alina supplia, les larmes coulant, lui rappelant leur amour, mais cela ne fit qu'alimenter sa révulsion. Il claqua la porte en sortant, la laissant seule avec un bébé en pleurs. Engourdie, Alina réconforta Romy, des larmes de remords tombant sur ses petites joues. Appelant une amie nommée Sa, elle lui raconta toute l'histoire, sa liaison, ses espoirs et sa chute. Ça lui conseilla d'essayer de reconquérir Byron. Mais Alina savait que sa colère serait implacable. Pendant ce temps, Marjorie retourna à l'appartement d'Alexander. Le trouvant dehors avec un bouquet de roses blanches, elle sentit une soudaine bouffée de chaleur. Il expliqua qu'il avait anticipé qu'elle pourrait avoir besoin de réconfort, soupçonnant que la confrontation avec Byron avait été difficile. Marjorie confirma que c'était, en effet, épuisant mais nécessaire. Elle confia que remettre à Byron la preuve de son infertilité ressemblait à une fermeture définitive. Le chapitre de sa vie avec lui était définitivement clos. Alexander glissa une rose derrière son oreille, lui disant qu'elle méritait le bonheur et le calme après tant de troubles. Elle ressentit une vague de gratitude pour son soutien indéfectible. Cette nuit-là, elle invita Alexander à entrer. Autour d'un simple dîner, ils réfléchirent tranquillement aux événements de la journée. Marjorie était émotionnellement épuisée, son cœur toujours endolori par la trahison de Byron. Pourtant, elle avait découvert un nouveau sentiment de liberté. Alexander la taquina sur ses espoirs pour l'avenir. Prévoyait-elle de redémarrer sa vie professionnelle seule? Elle hocha la tête, reconnaissant qu'elle avait les compétences et l'expérience. Alexander suggéra qu'elle envisage d'abord un congé sabbatique pour se remettre du stress.
Elle plaisanta en disant qu'elle n'avait jamais appris à vraiment se détendre. Il l'assura qu'il y avait toujours une première fois pour tout. Quand ils eurent fini de manger, Marjorie insista pour débarrasser. Alexander lui prit doucement la vaisselle des mains. « Laisse-moi faire », offrit-il, lui faisant signe de se reposer. Dans ce petit geste, elle ressentit une chaleur inhabituelle. Elle réalisa le peu de gentillesse qu'elle avait connu au cours de ces dernières années avec Byron. Une fois tout rangé, ils s'assirent sur le canapé, sirotant du thé. La tension de la journée sembla se dissiper, remplacée par un silence paisible. Marjorie appuya sa tête sur l'épaule d'Alexander, fermant les yeux. Pendant un bref instant, le chaos des divorces, des procès et de la trahison sembla lointain, éclipsé par une douce quiétude. Le matin arriva, et comme promis, Byron retourna à son appartement avec l'intention de chasser Alina. Il la découvrit vêtue de lingerie suggestive, un somptueux petit déjeuner sur la table. Elle avait manifestement suivi le conseil de K. Elle le supplia de ne pas l'abandonner, pleurant qu'elle l'aimait et n'avait nulle part où aller. Les yeux de Byron étaient dépourvus de sympathie. La fureur couvait toujours en eux. Il l'écouta plaider, mais lorsqu'elle tendit la main pour toucher son bras, il se dégagea. « Je ne peux pas élever l'enfant d'un autre homme, » dit-il fermement. « Fais tes affaires, je te donnerai de l'argent, mais c'est fini entre nous. » Alina réalisa que ses ruses habituelles ne le feraient pas changer d'avis. Elle s'effondra à genoux, sanglotant qu'elle n'avait fait cela que par amour et par désespoir. Byron rétorqua que si elle l'aimait vraiment, elle ne l'aurait pas trompé aussi cruellement. Il réitéra son intention de lui donner suffisamment de fonds pour s'installer ailleurs. Elle avait jusqu'à midi pour quitter les lieux. Incapable de lutter contre sa résolution, Alina emmena Romy chez une amie. Les mains tremblantes, elle rassembla ses affaires. Elle se reprocha d'avoir sous-estimé Marjorie, dont la révélation inattendue avait anéanti le fantasme de richesse et de luxe d'Alina. Pendant qu'Alina faisait ses valises, Byron se tenait près de la fenêtre, faisant tourner un verre de whisky. Il réfléchissait amèrement à ses pertes. Le fait de savoir que Marjorie avait protégé son amour-propre pendant des années pesait lourdement sur lui. La culpabilité le rongeait en se rappelant comment il l'avait ridiculisée, rabaissé et volé leur entreprise commune. Il se demanda si elle avait vraiment tout abandonné pour préserver son ego. En regardant Alina se dépêcher, les larmes striant son visage, il ressentit une vague de dégoût. Il réalisa qu'en cherchant un enfant à tout prix, il avait détruit son mariage, pour ne découvrir qu'une grande tromperie. Peu après midi, Alina partit, emportant le bébé Romy et plusieurs valises. Tandis que Byron regardait les portes de l'ascenseur se fermer, il se sentit étrangement vide. L'appartement était de nouveau à lui, mais il semblait vide et froid. Seul, il erra dans les pièces, se rappelant comment, récemment encore, lui et Marjorie partageaient cet espace. Le silence était oppressant. Finalement, il s'affaissa sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. La finalité de tout cela s'abattit sur lui. Son mariage brisé, sa maîtresse partie, l'entreprise embourbée dans des difficultés juridiques et ses illusions de paternité anéanties. Pour la première fois depuis des années, il se sentit totalement à la dérive. Marjorie, pendant ce temps, programma une autre réunion avec Alexander. Elle estimait lui devoir une mise à jour, notamment sur la remise des documents d'infertilité à Byron. Si Byron tentait une autre manœuvre, elle voulait qu'Alexander soit au courant. Dans le bureau d'Alexander, elle le trouva plongé dans des recherches, passant au crible des précédents juridiques qui pourraient l'aider. Il la salua chaleureusement. Elle confia qu'elle n'avait eu aucune nouvelle de Byron depuis leur rencontre dans le parc. Alexander supposa que Byron devait être sous le choc de sa révélation, trop consumé par les retombées personnelles pour manigancer davantage. Ensemble, ils élaborèrent une stratégie pour la prochaine session du tribunal, espérant accélérer le partage des biens. Ils discutèrent de l'expertise graphologique. Alexander expliqua que si Marjorie avait véritablement signé les papiers de transfert, même sans le savoir, cela serait toujours juridiquement contraignant à moins qu'il ne puisse prouver que Byron l'avait délibérément trompé sur le contenu du document. Marjorie admit qu'elle avait peut-être signé quelque chose sans lire, mais qu'établir la fraude serait difficile. Alexander suggéra un règlement potentiel. Si Byron réalisait qu'il n'avait pas d'enfant et plus aucune illusion, peut-être opterait-il pour un arrangement équitable afin d'éviter une guerre juridique prolongée. Marjorie hocha la tête,
reconnaissant sa volonté de régler l'affaire tant qu'elle recevrait les biens qui lui revenaient de droit. Leur conversation dériva sur des questions personnelles. Alexander s'enquit doucement de son état émotionnel. Marjorie admit que l'épreuve la hantait encore dans ses rêves, mais qu'elle se sentait plus forte chaque jour. La nouvelle indépendance était libératrice, et le soutien indéfectible d'Alexander rendait le fardeau plus supportable. Elle se sentait de plus en plus attirée par sa gentillesse. Il suggéra qu'ils mettent de côté les discussions juridiques un instant et profitent d'une promenade l'après-midi. Ils firent le tour du pâté de maison, sirotant un café acheté à un petit chariot, plaisantant légèrement sur la brise imprévisiblement froide de la ville. Dans cette pause fugace loin du conflit, Marjorie ressentit les premières étincelles d'un véritable espoir pour l'avenir. La nouvelle parvint bientôt à Marjorie qu'Alina et son bébé avaient brusquement quitté l'appartement. Cela venait d'une connaissance qui vivait dans le même immeuble. Byron était seul, à peine vu dehors. Certains chuchotaient à propos de disputes bruyantes, tandis que d'autres colportaient que l'enfant n'était en fait pas le sien. Marjorie resta détachée, décidant de ne pas se délecter de son malheur. Elle s'émerveillait seulement du revers du sort. L'homme qui s'était moqué d'elle pour son absence d'enfant découvrait à ses dépens que la paternité ne pouvait être forcée. Elle ne ressentit aucun triomphe, seulement une étrange et paisible clôture. Il avait lui-même déclenché cette chaîne d'événements. Quelques jours plus tard, un développement surprenant se produisit. Byron contacta le bureau d'Alexander, suggérant qu'il discute d'un règlement. Alexander en informa Marjorie, qui accepta de se rencontrer en terrain neutre. Ils choisirent un centre de médiation professionnelle pour éviter les explosions émotionnelles. Elle arriva préparée, documents en main, déterminée à rester calme. Byron parut soumis, des cernes sous les yeux. Il commença par avouer regretter ses actes. « J'ai tout perdu », dit-il, la voix tremblante. « J'aimerais éviter de faire traîner ça au tribunal. » Marjorie écouta impassiblement. Elle n'avait jamais voulu se venger, seulement un partage équitable. Pourtant, elle se demandait s'il parlait sincèrement. Byron exposa sa proposition. Marjorie conserverait l'appartement et la maison de campagne en pleine propriété, sans hypothèque ni réclamation de sa part. En échange, il demandait qu'elle renonce définitivement à sa part de l'entreprise, quel que soit le litige concernant les signatures. Il offrit également une somme d'argent pour tenir compte d'une partie de la valeur estimée de l'entreprise, bien que moins de la moitié. Marjorie marqua une pause, y réfléchissant. Au fond d'elle, elle ressentait toujours un pincement au cœur pour l'entreprise qui avait été autrefois leur rêve commun. Mais en voyant Byron brisé, plein de remords, elle réalisa que cela pourrait être sa rupture nette. Après un silence tendu, elle lui dit qu'elle y réfléchirait. Elle et Alexander discutèrent longuement du règlement. Il l'avertit que l'offre monétaire était inférieure à ce qu'elle pourrait obtenir au tribunal. Pourtant, une bataille judiciaire pourrait s'éterniser, drainant son énergie et ses finances. Marjorie pesa le pour et le contre. Une partie d'elle voulait se battre bec et ongles pour récupérer chaque centime, punissant la tromperie de Byron. Une autre partie aspirait simplement à aller de l'avant. Finalement, elle conclut qu'elle ne voulait pas rester empêtrée avec lui, surtout pas dans les affaires. Elle savait qu'elle avait la résilience nécessaire pour repartir à zéro. Alexander jura une fois de plus son soutien, quelle que soit la voie qu'elle choisirait. Lors d'une séance de médiation ultérieure, Marjorie énonça fermement ses conditions. « J'accepte l'appartement, la maison de campagne et la somme que vous proposez pour l'entreprise. Cependant, vous devez couvrir toutes les dettes impayées liées à l'entreprise, y compris toute responsabilité que nous aurions pu contracter avant que mon nom ne soit retiré. » Byron, visiblement soulagé, accepta. Il signa un accord formel. À cet instant, elle sentit un poids subtil se lever de ses épaules. La dernière étape était l'approbation du tribunal, qui serait rapide maintenant que les deux parties consentaient. Byron offrit des excuses discrètes, mais Marjorie se contenta d'acquiescer, n'étant plus encline à le réconforter. Une fois les documents finalisés, Marjorie et Alexander sortirent ensemble du bâtiment. La ligne d'horizon de la ville brillait sous le soleil de fin d'après-midi. Elle inspira, ressenta. Était un étrange mélange de tristesse et de liberté. Alexander suggéra qu'il célèbre la résolution de son affaire. Elle accepta, reconnaissant que c'était à la fois une fin et un commencement. Ils trouvèrent un restaurant pittoresque à l'atmosphère chaleureuse.
Au cours du dîner, Marjorie ne put s'empêcher de songer à quel point sa vie avait radicalement changé en l'espace de quelques semaines. Alexander lui prit la main, lui rappelant que de nouveaux chapitres commençaient souvent de manière inattendue. Elle sourit, reconnaissante de sa présence. Byron s'estompa des pensées quotidiennes de Marjorie. Elle entendit des rumeurs selon lesquelles il avait du mal à gérer l'entreprise sans sa vision stratégique. Gideon, le partenaire nouvellement nommé, semblait mal équipé pour le rôle. Des difficultés financières se profilaient, mais Marjorie ne portait plus ce fardeau. Elle se concentra sur la récupération de sa force émotionnelle et utilisa les fonds du règlement pour jeter les bases de sa propre entreprise. Elle envisagea une entreprise plus petite, plus personnelle, quelque chose reflétant sa véritable passion. Chaque jour, elle se réveillait plus légère, n'étant plus liée à l'environnement tendu que Byron avait créé. Elle sentit les premières lueurs d'un bonheur authentique fleurir en elle. L'appartement d'Alexander resta sa maison pendant un certain temps encore, mais leur relation s'approfondit au-delà d'une simple dynamique propriétaire-locataire. Sa gentillesse était indéfectible, et elle se surprenait à sourire plus souvent en sa présence. Un après-midi, il l'aida à aménager un bureau dans une pièce libre. Elle rit de la rapidité avec laquelle il déplaçait les meubles et accrochait les étagères. À cet instant, elle fut frappée par le fait que le bonheur pouvait découler d'actes de solidarité aussi simples. Fini le temps de la froide indifférence de Byron. Maintenant, elle partageait ouvertement ses idées, trouvait un réel soutien et se sentait en sécurité pour rêver à nouveau. Enfin, par une chaude soirée de printemps, Marjorie se promena dans le parc où elle avait autrefois confronté Byron. Cette fois, elle marchait main dans la main avec Alexander. Les fleurs ornaient les lilas, et leurs pétales parfumés dérivaient sur les sentiers. Ils s'arrêtèrent au banc, se souvenant comment elle y avait laissé Byron, déconcerté par la vérité de son infertilité. Pourtant, maintenant, ce souvenir semblait lointain. Marjorie inhala l'air doux, ne pensant ni à la colère ni à la perte, mais à de nouveaux commencements. Elle se tourna vers Alexander, un sourire illuminant son visage. Son passé derrière elle, elle se sentait enfin libre d'embrasser l'avenir.